parole. Madame Mouchou, je ne suis pas compétent naturellement pour l'aide juridictionnelle et pour tout ce qui concerne l'organisation de la justice. Je fais respecter un certain nombre de principes, mais là-dessus, je n'ai pas véritablement de compétences. Cela étant, c'est une question naturellement qui me préoccupe. Ce que je réponds, moi, c'est que moi, défenseur des droits, je suis totalement ouvert, accessible, etc., sans aucune barrière monétaire, mais je suis extrêmement préoccupé par cette question et j'espère que, en particulier à travers le travail que vous avez proposé à cette commission de faire, vous allez avancer sur cette question extrêmement difficile, bien entendu. J'ai répondu au cours de sa question même à M. Pont, et je voudrais maintenant dire à M. Bellavant que, en ce qui concerne les mineurs, nous pouvons tout à fait être saisis, et j'ai ici à ma droite une personne qui a, dans ses précédentes fonctions, été la principale protagoniste d'un progrès qui n'a pas beaucoup marqué les foules dans notre pays, c'est l'adoption, la ratification par la France du protocole numéro 3 de la Convention internationale des droits de l'enfant. C'est le protocole qui dit que les enfants peuvent saisir directement le comité de l'ONU, etc. Bon, donc je dirais que oui, mais c'est vrai, monsieur, qu'il y a un problème, c'est qu'il n'y a pas suffisamment d'éducation au droit pour que cette idée que les enfants ont des droits qui sont des droits à eux, qui ne sont pas les droits de leurs parents, qui sont des droits des enfants parce qu'ils sont mineurs, et ça va jusqu'à 18 ans, et qu'on peut les développer et les mettre en œuvre, c'est une idée qui ne correspond, et notre enquête sur l'accès au droit l'a bien démontré, qui ne correspond pas pour la moitié des personnes interrogées à leur mentalité. Ils n'ont pas. Et je pense que c'est un travail qu'il faut faire. C'est pour ça que j'ai développé, et c'est une manière de répondre à M. Rebeyrotte aussi sur les devoirs, que j'ai développé ce programme qui s'appelle Éducadroit. Allez sur mon site, vous verrez, c'est une manière en 10 thèmes de répondre et de dire qu'est-ce que peut apporter le droit, qu'est-ce que peut apporter la justice en termes d'obligations, de facultés. Voilà et nous avons aussi un autre système qui existe depuis maintenant plus de 10 ans, c'est celui des jeunes ambassadeurs des droits de l'enfant. Dans 25 départements, nous avons des équipes. Monsieur Clément, sur la médiation numérique, je suis naturellement complètement à votre, dans la même ligne que vous. Sur ce que vous appelez la vidéo-audience, bien entendu, je suis dans votre idée. Je l'ai dit sur les droits de la défense à Laurence Wieniawski, mais je le dis par exemple quand je prends position contre le tribunal détaché à Roissy du tribunal de grande instance de Bobigny, parce que c'est exactement ce que vous avez dit, c'est la question du temps réel, c'est la question de ce qui sont les principes, même posés d'ailleurs par la Convention européenne des droits de l'homme, du procès équitable. Donc il y a là véritablement, et je pense que dans la loi de programmation, c'est un des sujets très importants que vous aurez à traiter. Et encore une fois, je souligne que vous avez bien fait d'améliorer le texte dans la loi Asile, là, sur l'utilisation de la visioconférence. Oui, monsieur Solignac, nommer et dénoncer. Bon. On débat beaucoup de cette affaire. Il y a au sein du gouvernement un certain nombre de membres qui sont favorables dans ce domaine de la lutte contre la discrimination à nommer et dénoncer. Moi, je suis un peu réticent. Je vous répondrai de manière générale que quand il s'agit du droit pénal, il ne faut ni suspicion, ni stigmatisation. Pas de suspicion, ça veut dire qu'il n'y a pas de mise en cause s'il n'y a pas de commission de l'infraction. Et c'est tout le problème que posent les textes du genre la loi SILT. Et de l'autre côté, pas de stigmatisation. Le droit pénal punit, il ne met pas au pilori. C'est le grand progrès que nous avons fait depuis 3 siècles. Et donc, je suis d'accord avec vous sur cette question qu'il faut se poser. Monsieur Rebeyrotte, je viens de vous répondre sur les devoirs et sur l'éducat droit. Nous avons, dans le texte même du 29 mars 2011,
le pouvoir de prendre un certain nombre de questions en équité, un certain nombre de réclamations, d'en demander le règlement en équité. Nous le faisons notamment auprès d'un certain nombre de services publics, mais nous allons plus loin. Par exemple, ce que vous avez dit sur les inégalités territoriales, je pense que quand je parle de rupture d'égalité dans le service public de l'éducation, et je parlais tout à l'heure de Saint-Denis, bien entendu que je vais vers quelque chose qui, dans la note récapitulative que j'ai faite, montre bien la rupture d'égalité, mais en même temps, la notion à laquelle je fais appel fondamentalement, c'est celle d'équité du traitement de ces enfants qui vont au collège à Saint-Denis et de ceux qui vont au collège à Rueil-Malmaison, par exemple, ou dans une autre commune du même département de la Seine-Saint-Denis. Monsieur Pradier, vous avez posé une très bonne question. Mon rôle, je vais vous dire, je suis de plus en plus convaincu maintenant, 4 ans, un peu plus de 4 ans, non, près de 4 ans après avoir pris mes fonctions, que mon premier rôle, c'est de casser l'indifférence qui est en train de gagner notre société. Et de le faire, non pas parce que c'est l'idée que j'en ai par rapport aux convictions que je m'en fais, parce que notre droit, les conventions internationales, notre constitution, les textes l'exigent. Et de dire, voilà, c'est en ce sens, si je peux me permettre de vous le dire, Madame Dubost, qu'il faut opposer droits fondamentaux et principes de réalité. Parce que les droits fondamentaux, ils ne peuvent pas être relatifs. Les droits fondamentaux ne prévoient pas une obligation de moyens, mais une obligation de résultat. C'est toute la question que nous avons, par exemple, aujourd'hui. La juridiction administrative, parce qu'elle tient compte, par exemple, des moyens dont disposent les préfectures en matière d'hébergement, admet que des préfectures prennent certaines décisions, qui en gros consistent à sélectionner les gens qu'on héberge. Et bien entendu, moi je dis, oui, le contentieux a décidé, nous nous inclinons devant l'autorité de la chose jugée, mais ça ne m'empêche pas de dire que, en termes de droit inconditionnel à l'hébergement, ce n'est pas une bonne approche de dire non, ce droit n'est pas inconditionnel, nous allons l'adapter au nombre de places qui existent dans le département. C'est ça que je veux dire. Et donc c'est pour ça que je ne les oppose pas. Je dis qu'il y a en parallèle une mission qui est la vôtre, qui est celle des pouvoirs publics de manière générale, des présidents des départements qui ont affaire, par exemple, à l'afflux des mineurs non accompagnés, et nous connaissons cette situation. Et d'autre part, en parallèle, c'est-à-dire sans possibilité de se toucher ou de se contredire, ces droits fondamentaux que je suis chargé, d'après la Constitution, de défendre. Et je crois que plus on défendra l'idée que l'universalité et l'inconditionnalité doit être le but de tous dans une république, plus on ira vers ça. Si au contraire on commence à dire « Ah oui, mais je ne peux pas, alors je ne fais pas », ben, petit à petit, on grignotera ces droits au profit, effectivement, de ces obligations. Mais non, mais non, mais non, madame, excusez-moi de vous dire, je vais vous envoyer la collection des décisions des tribunaux administratifs qui vont dans ce sens. Quelle caricature? Mais on n'est pas abstrait. Mais on n'est pas abstrait. Le fait de ne pas aller sélectionner les personnes qui sont dans les établissements d'hébergement, c'est pas abstrait. C'est la vie la plus concrète. C'est de savoir si je passe la nuit dans la rue ou si je passe la nuit dans la rue ou si je les passe au chaud. Ça, c'est le contraire de l'abstraction. Les droits fondamentaux, ça n'est pas dans l'éther. Les droits fondamentaux, c'est sur les trottoirs du boulevard de la Villette. Excusez-moi de vous le dire comme ça, parce que c'est comme ça que je le sens. Et peut-être que c'est une manière de répondre à M. Pradier, c'est comme ça que je conçois mon rôle. Et casser l'indifférence, ça veut dire être sensible, au sens, naturellement, non pas pleurnicher, mais être sensible à la réalité et de prendre en compte cette réalité à partir de ce que sont
notre mission, c'est-à-dire les droits fondamentaux. Sur les maisons de service au public, Monsieur Pradier, j'ai essayé de le dire tout à l'heure, mais je l'ai dit trop prudemment, vous avez parfaitement raison. Il y a un danger à ce que les maisons de service au public servent en quelque sorte à l'État ou à d'autres collectivités, mais à l'État en particulier, à se dégager d'un certain nombre de ses missions et à donner en quelque sorte des délégations à des institutions qui feraient, si j'ose dire, à l'économie, des missions qui sont celles de l'État. Et je suis, de point de vue, j'ai participé à la première rencontre des MSAP il y a quelques mois autour de M. Mézard. Et il faut qu'on fasse un travail. Nous prenons des positions, par exemple, à travers la présence de nos délégués dans les MSAP, pour dire qu'il n'est pas question que, par exemple, une MSAP soit une sous-caisse d'allocation familiale ou une sous-préfecture. Ça, vous avez tout à fait, vous avez absolument raison. En ce qui concerne le handicap, le rapport de la rapporteure de l'ENU était peut-être un peu excessif. Mais cela étant, nous rejoignons beaucoup de ces constats. Enfin, les constats que nous faisons rejoignent les conclusions qu'elle a eu l'occasion de faire. Et sur un point en particulier, sur les droits civiques et sur le droit de vote. Nous avons, dans le rapport que nous avons fait à la fin de 2016 sur les majeurs incapables, bien insisté sur l'article 12 de la Convention internationale des droits des personnes handicapées, le droit de vote. Et nous sommes en plein là-dedans. Et je rappelle qu'actuellement, il y a un groupe de travail qui a été créé par Mme Belloubet au ministère de la Justice qui étudie ces questions. Et j'espère que les parlementaires auront l'occasion, dans les discussions avec la ministre de la Justice, d'évoquer cela et de faire en sorte, ce que vous dites, c'est-à-dire que ces personnes aient exactement les droits, les mêmes droits que les autres. Nous en avons l'occasion aujourd'hui. Monsieur Touré, mais c'est vrai que d'une certaine façon, les observations, les analyses que je fais dans mes observations devant les conseils de prud'homme ou devant les chambres sociales des cours d'appel, ou quelquefois même devant la chambre, l'une des deux chambres qui sont compétentes à la Cour de cassation sur ce type de sujet, c'est un peu le travail du ministère public qui n'existe pas devant les conseils de prud'homme. Vous avez tout à fait raison. Et quand je vois, par exemple, des décisions comme celles qui ont été prises en faveur des Chibani de la SNCF, la SNCF a maintenant demandé 195 millions d'euros, excusez du peu, à payer. Et elle a d'ailleurs commencé à payer, car elle n'est pas allée en cassation. Hein, bon, ce qui est quand même remarquable, ce qui montre bien que la décision lui paraît incontournable. Ou de la même façon, lorsque je mets en cause le traitement, le harcèlement qui a été fait auprès d'un certain nombre d'employés à la gare du Nord par la société de nettoyage des trains qui les employait, là, je suis exactement dans ce rôle et je pense qu'il est efficace maintenant. À vous de voir si le ministère de la Justice peut donner à son parquet des instructions nouvelles. Sur le droit des victimes, Madame Caramanli, je vous dirai simplement que j'ai fait un point à l'automne dernier. À peu près la moitié des recommandations que j'avais faites au mois de juin me semblaient avoir été prises en compte par le gouvernement, et notamment dans la nouvelle organisation, avec la déléguée interministérielle aux droits des victimes. Mais je peux, si vous le voulez, vous faire un point plus précis, parce que j'ai notamment une note là-dessus, je peux vous la donner. Madame Dubos, vous avez très justement mis le point sur le fait que le critère perte d'autonomie, comme le critère particulière vulnérabilité économique, dans la loi du 24 juin pour la vulnérabilité et dans la loi égalité et citoyenneté pour la perte d'autonomie, sont difficiles à manier. Sur la perte d'autonomie, j'en ai déjà dit un mot tout à l'heure à propos de la situation dans les EHPAD. On est en train d'avancer dans le... Mais ce n'est pas tout à fait évident. Nous avons quelques saisines, mais pas trop significatives. En ce qui concerne la vulnérabilité, particulièrement la vulnérabilité économique, nous avons commencé à échafauder une analyse qui nous permettrait d'utiliser ce critère pour favoriser l'égalité de tous devant le service public et en particulier des personnes
qui relèvent de cette particulière vulnérabilité économique. Et ça pourrait s'appliquer, par exemple, comme je l'ai dit tout à l'heure, aux enfants pauvres devant le service public de l'éducation. Donc votre double réflexion sur ces critères va tout à fait dans le sens du travail que nous essayons de faire. Merci beaucoup, Madame la Présidente.